Bamako abrite depuis ce matin le deuxième forum de la conservation en Afrique centrale et occidentale. Cette édition portera sur le partage des connaissances politiques et expériences scientifiques récentes en matière de conservation et d'utilisation durable des ressources naturelles du continent. La rencontre regroupe 300 acteurs venus de 25 pays. La chronique santé nous conduit aujourd'hui au service de psychiatrie du CHU du Point G au Mali. Il constitue la plus grande structure de traitement des troubles mentaux. Focus Santé est une réalisation de Chessira Dambeli. Voilà pour les titres. Je vous souhaite la bienvenue à cette édition. Bonsoir à tous. Et nous avons ce message de condoléances du président de la République à son Excellence, le président de la Fédération de Russie. C'est avec une grande émotion que j'ai appris la triste nouvelle du crash d'un avion russe reliant la station balnéaire de Sharm el-Sheikh à la ville de Saint-Pétersbourg le 31 octobre 2015, occasionnant la mort de 224 personnes. En ce moment de deuil et de recueillement, je voudrais, au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et en mon nom propre, exprimer à votre Excellence ainsi qu'aux familles durement éprouvées mes condoléances les plus émues. En vous réitérant ma profonde compassion, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération, signé Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Parlons à présent de cette audience accordée par le chef du gouvernement. Ce matin, Modibo Keïta a reçu le représentant spécial du président de la commission de la CEDEAO au Mali ainsi que la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies au Mali, Madame Baranga Gazaraboué. Avec les deux personnalités, les deux échanges ont porté sur le processus de paix en cours au Mali. Ibrahim Choukari pour le compte-rendu. La première personnalité reçue par le chef du gouvernement est Madame Baranga Gazaraboué, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies au Mali. Les échanges ont porté sur la paix au Mali et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies s'est dit très optimiste. C'était vraiment pour voir un peu comment nous allons continuer à aider le gouvernement à la mise en place de beaucoup de résolutions qui ont été prises. Une des choses qui nous semble de plus en plus importante, c'est que au niveau, comme vous le savez, nous sommes un peu partout, et nous sommes en train de redoubler de beaucoup d'efforts au niveau de MINUSMA, de pouvoir sécuriser certaines régions, et nous sommes en train aussi de dire des bonnes choses au niveau des cantonnements qui vont commencer, des patrouilles mixtes, mais aussi tout ça couplé d'une façon d'aider les populations à sentir qu'il y a les dividendes de la paix. Vous savez, tout ça, c'est bon d'annoncer aussi le financement, mais c'est bien que les populations sentent au niveau communautaire, au niveau des localités, qu'il y a quelque chose qui change, qu'il y a quelque chose qui bouge. Et c'est notre devoir de le faire. La deuxième personnalité reçue par le chef du gouvernement est Touré Aboudou Cheka, représentant spécial du président de la commission de la CEDEAO au Mali. Monsieur Touré est venu féliciter le chef du gouvernement du travail abattu pour le retour de la paix et aussi lui remettre la lettre du président de la commission de la CEDEAO. J'ai voulu tout simplement venir encourager Monsieur le Premier ministre pour le travail de qualité qui a été fait par son gouvernement sous la haute responsabilité du président de la République et qui fait que nous pouvons dire qu'aujourd'hui l'atmosphère est plutôt des meilleures et que nous sommes dans la bonne direction pour la restauration de la paix et de l'unité nationale. La deuxième raison pour laquelle j'ai rencontré M. le Premier ministre, c'était pour lui remettre une lettre du président de la commission, son Excellence Désiré Kadéré Ouédraogo, qui, dans le cadre de l'amélioration de notre architecture de paix et de sécurité, a voulu que le Premier ministre s'engage personnellement à aider dans les innovations que nous voulons mettre en place. À cet effet, il a été décidé de créer désormais un centre national d'alerte précoce sous la responsabilité du gouvernement, un centre qui sera en quelque sorte le baromètre de la santé à la fois politique, humanitaire et économique du pays.
Et nous allons rester avec le Premier ministre. Modibo Keïta a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux de la deuxième session ordinaire de l'année 2015 du Haut Conseil des collectivités. Le projet d'ordre du jour porte sur 3 points, notamment l'élection du président. Mariam Sagara nous en dit plus. Le Haut Conseil des collectivités dévoile des mesures prises par le gouvernement pour l'avenir politique des collectivités. Il s'agit entre autres de l'augmentation significative des dotations financières de l'État aux collectivités territoriales. Cette action représente une garantie pour la décentralisation, une note d'espoir au moment où notre pays recadre sa stabilité dans un environnement de confiance. Notre perception qui fait de la décentralisation un partage mesuré du pouvoir, en impliquant et en impulsant les énergies et les initiatives participatives des populations à la base, réclame bien d'exigences pour la réalisation de ces objectifs. Notre décentralisation, qui s'abreuve à la source et se nourrit des ressources séculaires de la gestion historique de notre terroir, adopte des préceptes modernes de la vraie gouvernance pour réaliser une symbiose et si utile aujourd'hui à la paix et au développement de nos collectivités. Aux côtés des conseillers nationaux et cadres de l'institution, le Premier ministre, accompagné de certains de ses ministres, témoigne son intérêt pour la bonne marche de cette institution qui galvanise sa vision politique pour la paix. Je tiens à remercier tous les membres de cette institution, à remercier leur contribution au développement des collectivités. Quand on sait que la nouvelle architecture, celle du futur, repose sur la libre administration des collectivités, on ne peut s'empêcher de penser au rôle primordial du Haut Conseil des collectivités dans le développement du pays. Alors, cette session s'ouvre au moment où l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali connaît un développement assez satisfaisant. Cette deuxième session commence également au moment où les collectivités s'apprêtent à jouer un rôle dans la décentralisation poussée. Les points essentiels évoqués dans le discours de M. le Président par intérim sont en phase avec les préoccupations du gouvernement. Le Haut Conseil est consulté obligatoirement et constitutionnellement sur tous les grands dossiers qui touchent au développement des collectivités territoriales. Et le gouvernement a l'obligation de consulter cette institution. Je voudrais donc vous dire au Haut Conseil que nous prêtons une attention toute particulière à ces préoccupations. Nous ne ménagerons aucun effort pour que cette décentralisation poussée, qui est perçue comme étant la clé du succès, soit l'œuvre de tous les Maliens sous l'impulsion du Haut Conseil des collectivités territoriales de notre pays. Un vibrant hommage a été rendu au premier président de l'institution appelé à d'autres fonctions. Oumarou Ag Mohamed Ibrahim Haïdara a marqué du sceau de l'intégrité et du patriotisme l'ossature de cette institution. Le président Diakité a salué la visite récente du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta en France à l'entame de la session. Et vous pourrez suivre après ce journal l'intégralité du discours du président par intérim du Haut Conseil des collectivités. Notez également que la plénière de l'Assemblée nationale consacrée au renouvellement du bureau et des commissions permanentes s'est ouverte ce matin dans la salle Modibo Keïta, juste après l'ouverture des travaux et l'annonce de l'ordre du jour. Le groupe RPM a demandé et obtenu une suspension de séance pour des concertations complémentaires. Les travaux reprendront à l'issue de ces concertations donc. Partage de connaissances, d'expériences scientifiques récentes, de politiques et pratiques en matière de conservation et d'utilisation durable des ressources naturelles en Afrique centrale et occidentale. C'est ce qu'ambitionnent de faire les 300 acteurs évoluant dans le domaine de l'environnement à la faveur du 2e forum de la conservation en Afrique centrale et occidentale dont les travaux ont démarré ce matin à Bamako. Les participants venus de 25 pays vont plancher sur le thème suivant:
climat-résilience, conservation de la biodiversité et lutte contre les changements climatiques, source de progrès, de stabilité et de développement durable en Afrique centrale et occidentale. Et c'est la marraine du forum, la première dame, Keïta Aminata Maïga, qui a présidé la cérémonie et c'était en présence de Nounou Sissoko. Ce deuxième forum de la conservation en Afrique centrale et occidentale regroupe les délégués de 25 pays. Dans un contexte dominé par les questions de changement climatique, ces acteurs de l'environnement tentent d'identifier les obstacles majeurs dans la conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles. Les échanges vont également consister au partage d'expériences réussies en matière de réponse aux défis environnementaux. Le forum, dont le thème principal est conservation de la biodiversité et lutte contre les changements climatiques, source de progrès, de stabilité et de développement durable en Afrique centrale et occidentale, est de ce fait une plateforme unique à l'échelle régionale. Pour les membres de l'UCN-PACO, le forum est aussi l'occasion de contribuer, entre autres, à l'élaboration du programme de travail mondial de l'UICN pour 2017-2020. Les forums régionaux de la conservation tels que celui-ci fournissent le contenu et la direction qui est critique pour assurer que le Congrès mondial de la nature atteigne son but, à savoir définir une feuille de route pour le développement où les progrès humains et la protection de la nature vont de pair. La conservation de la biodiversité, l'économie verte, la résilience des communautés, l'adaptation au changement climatique, les sources de financement des projets y afférents et les conditions d'accès. Ce sont là quelques préoccupations qui sont au cœur des discussions lors de ces assises. Le deuxième forum régional de la conservation de la nature en Afrique centrale et occidentale offre ainsi l'occasion à nos deux régions de se préparer pour des rendez-vous importants qui se profilent à l'horizon. Je vais citer la 21e conférence des partis COP21 à Paris en fin de ce mois, le 6e congrès mondial de la nature prévu aux îles Hawaï aux États-Unis en septembre 2016. Ces rencontres constituent, à n'en pas douter, de formidables opportunités de valorisation des expériences et de l'expertise africaine. Ce forum sera l'occasion d'identifier et de faire connaître les principaux défis de la conservation et de l'utilisation des ressources naturelles dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. En effet, la dégradation des terres et la perte de biodiversité constituent des défis majeurs qui limitent profondément la résilience des agro-écosystèmes, en particulier face au phénomène de la désertification et au changement climatique. Le forum de la conservation se tient tous les 4 ans. Il fait partie des programmes régionaux de l'UICN qui regroupent plusieurs États et organisations internationales et nationales, dont la Fondation Agir de la Première Dame du Mali. La visite des stands d'exposition a mis fin à la cérémonie d'ouverture. On parle de biodiversité, d'utilisation durable des ressources naturelles. Eh bien, les experts de l'autorité du bassin du Niger, ABN, sont aussi en conclave à Bamako. Tous pour la sauvegarde du fleuve Niger. C'est en tout cas le cri de cœur que l'ABN compte émettre durant la rencontre des chefs d'État prévue jeudi ici à Bamako. Aujourd'hui, c'était la réunion préparatoire du comité technique, un prélude à la session extraordinaire du Conseil des ministres de l'ABN. Au centre des travaux, le plan d'opérationnalisation du plan investissement climat. Mamari Koné, reportage. Cette rencontre qui se tient à quelques semaines du sommet mondial sur le climat prévu à Paris en décembre 2015 constitue la phase ultime des préparatifs des pays membres de l'autorité du bassin du Niger ABN. Les experts des 9 États qui ont en partage le bassin ont une mission claire. Au cours de votre présente session, vous aurez à réexaminer le plan d'investissement climat du bassin du Niger qui a connu, entre autres, une priorisation des actions conformément aux recommandations de la table ronde des ministres des Finances des États membres et des partenaires techniques tenus à Lima au Pérou le 7 octobre 2015
sous l'égide de la Banque mondiale. Vous comprenez donc que la mission qui est la vôtre au cours de cette session est sans ambiguïté. Dans la plupart des États membres de l'ABN, le climat se caractérise par une grande variabilité annuelle de la pluviométrie, toute chose qui constitue une entorse au développement. Aujourd'hui, il ne fait plus de doute que tout développement durable de nos pays passe par la mise en œuvre de mesures d'atténuation et d'adaptation à cet environnement nouveau qui s'est installé depuis plusieurs années. Face à une telle situation, la mobilisation accrue des acteurs s'avère nécessaire afin de mieux définir les actions à mener dans le cadre du renforcement de la résilience au changement climatique. Pour contribuer à l'atténuation des effets des changements climatiques sur les populations les plus vulnérables, dira le ministre en charge de l'eau, le gouvernement malien a adopté 2 importants documents. Il s'agit du programme d'action national d'adaptation au changement climatique et le plan d'action national de gestion des ressources en eau PAGIR. La gestion intégrée des ressources en eau est un élément clé de l'adaptation au changement climatique, tout comme la réduction des émissions de gaz à effet de serre est l'élément clé de l'atténuation des causes du changement climatique. La gestion intégrée des ressources en eau et l'adaptation au changement climatique sont donc 2 éléments cruciaux pour le développement durable de nos pays et pour la réduction de la pauvreté. Les conclusions des travaux du comité technique seront soumises au Conseil des ministres qui devra les entériner avant le sommet des chefs d'État et de gouvernement prévu jeudi prochain ici même à Bamako. La classe politique soutient le processus de paix en cours dans notre pays. Elle l'a fait savoir à travers son engagement à soutenir la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Les membres de la commission et les représentants de la classe politique se sont rencontrés pour parler de cette future collaboration qui se veut fructueuse, nous indique Daouda Sidikidja. La réconciliation des cœurs et des esprits est enclenchée après la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Pour accélérer les choses allant dans ce sens, la commission Vérité, Justice et Réconciliation a rencontré les représentants des partis politiques pour leur présenter ses membres, leur expliquer le contexte dans lequel elle a été créée et comment la commission compte s'organiser pour mettre en œuvre son mandat. La crise de 2012 a eu un impact assez considérable sur notre vivre ensemble. C'est l'élément vérité et justice qui implique des enquêtes sur les graves violations des droits de l'homme. Aujourd'hui, les victimes dans le Nord, mais aussi dans le reste du pays, attendent beaucoup de la part de la Commission. Plusieurs organisations de droits de l'homme, Amnesty International, MDH et d'autres, ont des bases de données sur les violations des droits de l'homme, mais elles n'ont pas mandat pour enquêter au nom de l'État, établir la vérité. Après avoir longuement écouté les présidents de la commission, les représentants des partis politiques ont pris la parole, qui pour des contributions, qui pour des subjections. Certains ont même exprimé leur inquiétude par rapport à l'approche de la stratégie de la commission qui dit que les enquêtes concernent les crimes commis entre 1960 et 2013, alors que durant-il, des crimes ont été commis en 2014. Cette commission a la chance d'avoir un pays qui n'est pas comme les autres, c'est-à-dire le Mali, qui est un grand pays de dialogue, et là où tout se résolvait sous les grands manguiers. Donc c'est une opportunité pour cette commission de mettre à point cette stratégie d'approche de résolution des crises séculaires, sinon même millénaires que nous avons. Nous avons besoin d'un pays réconcilié. Nous avons besoin d'un pays où la paix des cœurs et des esprits sont de retour. Et voilà pourquoi nous avons salué d'abord la nomination du président et des 15 commissaires qui l'accompagnent et les rassurer que la classe politique sera à leur côté. Et rassurer que nous n'avons ménagé aucun effort pour que la commission puisse être à hauteur de mission. Des enseignements ont été tirés de cette rencontre de part et d'autre, car pour avoir la paix, il faut aller vers une justice des cœurs apaisés.
Le ministre de la Communication en visite de terrain à Nioro du Sahel. Les 3 radios de la place et la station de relais de diffusion ORTM ont été visitées par le ministre Shogel Kokala Maïga. Nous y reviendrons demain dans nos éditions de demain, donc avec Alpha Maïga. Restons à Nioro du Sahel où la population a lancé dans la convivialité les activités d'une fondation. Il s'agit de la fondation Mohamedou Ould Chekna. Sa vision, globalement, contribuer au développement du pays en atténuant la souffrance des couches les plus vulnérables. Notre envoyé spécial est Alpha Maïga. Quand l'enfant apparaît, le cercle de la famille applaudit à grands cris, disait l'écrivain. Les populations de Nioro du Sahel sont bien dans cette logique, avec toutes les couleurs et tous les bruits. Et pour cause, la naissance de la fondation Mohamed Ould Chekna pour soutenir les actes de bienfaisance de l'homme dans ses aspects informels. Celui de Nioro est modeste et agit avec abnégation. Mohamed Ould Chekna dit le bourreau est le descendant du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. De nos jours, le bourreau est à la tête de plus de 8 millions de fidèles à travers le monde, dont les 1 tiers sont du Mali. Les raisons qui nous ont amenés à créer cette fondation, c'est pour aider la population nioroise. À un moment, notre Saint-Père disait que chaque Malien, si ce n'est que nettoyer la rue, chacun doit faire quelque chose pour ce pays. Je suis très content qu'ils soient tous présents pour rehausser l'éclat de cette cérémonie. La fondation Mohamed Ould Chekna vise à contribuer au développement du pays, mais aussi de donner une réponse à la précarité des couches les plus défavorisées de la société. Puisqu'elle est ouverte à toutes les bonnes volontés, ces domaines d'intervention seront focalisés sur la santé et l'assainissement, la formation sur les activités génératrices de revenus, enfin l'adoration et l'humanitaire. L'occasion qui nous réunit peut surprendre celui qui ne connaît pas ce que doit être la religion, peut surprendre celui qui ne sait pas qui est celui dont émane cette initiative. Le président de la République, El Hadji Ibrahima Boubacar Keïta, s'est dit qu'il est sûr d'une chose, c'est que la religion doit faire le bonheur de l'homme. Et ce bonheur de l'homme, le bon musulman l'apprend déjà depuis le prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, car l'islam est venu d'abord libérer les consciences et créer une nation d'égalité qui fait que Bilal, qui était esclave, est devenu le muezzin du prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Auparavant, une visite avait été rendue au shérif de Nioro. Et là, à l'unisson, des prières ont été formulées pour l'avenir et le devenir du Mali. Et je vous signale que le ministre des Affaires religieuses et du culte que vous venez de voir a commémoré avec la communauté catholique la fête de Toussaint, toujours à Nioro du Sahel. Et les temps forts de cette célébration à découvrir dans nos éditions de demain, toujours avec Alpha Maïga, notre envoyé spécial. Maïna, dans la région de Kaya, a désormais son poste de douane. L'inauguration, c'était ce week-end. Le poste situé à la frontière Mali-Sénégal est un don de la société minière à Roundgold pour un coût de réalisation de plus de 300 millions de francs CFA au RTM Kai, Jafar Haïdara. Ce poste de douane de Mahinamine qui vient d'être inauguré par le ministre Mohamed Babi a coûté 357 millions au complexe Lolo Gungoto. Il est bâti sur 20 hectares et comprend une salle de réunion, une salle d'accueil, une salle de brigade, 3 blocs de 10 latérines, un magasin. Ce poste servira à décongestionner l'axe Dakar-Diboli-Kaï-Bamako et s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat douane-secteur privé pour la facilitation des transactions en vue de la réduction des coûts de production, et ceci en rapport avec la politique de développement des infrastructures routières entreprises par l'État. Rangol est engagé à ne pas investir que dans les mines, mais aussi dans tout ce qui a comme activité
connexes aux mines, comme par exemple ce bureau de douane. On pense que l'investissement va les aider à se mettre au niveau des normes internationales. Il est urgent de prendre des mesures d'accompagnement qui permettront sans nul doute d'améliorer les performances du service, à savoir le dallage de la cour et la finalisation de la clôture, l'installation du système de connexion des Sidonia World, la connexion du bureau à un réseau électrique permanent ou un groupe électrogène de grande capacité, etc. Lorsqu'on parvient à réduire le temps de séjour des marchandises en douane, on permet de sécréter à bonne date les recettes. Également, faire en sorte que les équipements et matériels qui arrivent pour les structures minières soient mis à leur disposition à temps. Pour l'amélioration des prestations, il faut prévoir l'installation d'un scanner mobile sur l'axe Dakar-Bamako par le sud, car le bureau de douane de Kéniéba fait une réalisation moyenne mensuelle de 1,5 milliard sur les importations destinées aux mines. Plus de 113 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation de 12 forages dans 12 localités de la commune rurale de Madina, dans le cercle de Kita. Les travaux financés par l'association Coopération Vitry Mali ont été lancés dans le village de Sanamale. Les ouvrages devront permettre d'améliorer les conditions de vie des populations bénéficiaires à travers l'accès à l'eau potable, nous précise Agali Ag Aguissa. Le taux d'accès à l'eau potable en milieu rural reste inférieur à 50% selon le plan de renforcement de l'accès à l'eau potable au Mali. L'Association malienne de solidarité et de coopération internationale pour le développement AMSID et ses partenaires œuvrent pour inverser cette tendance à travers le lancement des travaux de 12 forages dans la commune rurale de Madina dans le cercle de Kita. On intervient ici dans le village de Guénikoro, la commune rurale de Madina, depuis plusieurs années. Et le problème d'eau a été mis en avant très souvent par les populations. Et c'est là où on a décidé de s'attaquer à ce problème pour relever le défi et de réaliser 12 forages dans 12 hameaux de la commune de Madina. 12 forages vont revenir à 113 millions de francs CFA, financés entièrement par nos amis de l'association Coopération Vitry Mali. Au total, ce sont plus de 3600 personnes réparties entre 12 villages dont les localités de Guénikoro, Sanamale, Misran qui bénéficieront de l'eau potable au terme des travaux. Ils ne sont pas à leur premier coup. Si aujourd'hui on fait face à l'eau, à l'hydraulique, un domaine qui a été transféré aux collectivités, c'est pourquoi je dis que c'est un sentiment de satisfaction d'une part et un sentiment de reconnaissance d'autre part à cette association et ses amis. Selon le directeur régional de l'hydraulique, Djourou Boukoum, l'initiative cadre bien avec la stratégie nationale du projet d'alimentation de l'eau potable et contribue à améliorer les indicateurs d'accès à l'eau potable en milieu rural. C'était vraiment la fête. La caravane de la paix et de la réconciliation nationale poursuit sa tournée. C'est à Yuwaru que les caravaniers ont fait escale. L'accord de paix expliqué et partagé avec les populations qui n'ont pas manqué de réaffirmer leur volonté d'unité nationale et du vivre ensemble. Le récit de l'étape de Yuwaru avec nos envoyés spéciaux Mamadou Sidibé et Magamfi Konati. L'accueil réservé à la caravane à Yuwaru traduit la volonté de vivre ensemble des populations. Ici, tout le monde aspire à la paix et à la cohésion nationale. L'échange avec la jeunesse a été un moment fort de cette étape. Le document de l'accord a suscité beaucoup d'interrogations et de débats. Les conférenciers ont rassuré la jeunesse sur l'impérieuse nécessité de s'approprier ce document et de faire connaître son contenu à tous. Le parrain de la caravane a insisté sur le rôle de l'administration auprès des populations. Tout administrateur qui n'est pas en contact des populations, qui n'est pas en contact des citoyens, qui ne vit pas les problèmes de communauté, n'est pas un vrai administrateur. Très déterminés à consolider les acquis de l'accord, les jeunes de Yuwaru ont réaffirmé leur ferme volonté d'asseoir la paix et de cultiver l'esprit de pardon et de vivre ensemble dans le cercle. Ils ont cependant insisté sur la justice, car sans justice équitable, disent-ils, difficile de parvenir à une paix durable.
Et toutes nos excuses pour la qualité du son de l'extrait de ce reportage. Toujours sur le même registre, lancement à Gao du projet renforcement du dialogue social et intercommunautaire. Occasion aussi de tenir un forum intercommunautaire sur la paix, les liens sociaux et la cohésion sociale dans le cercle de Gao. L'initiative est de l'ONG Greffa avec l'appui financier de l'ONU Femmes. Boubacar Bablé Touré, correspondance. Il s'agissait au cours de cette cérémonie de procéder au lancement officiel du projet renforcement du dialogue social et intercommunautaire à travers l'appui aux initiatives communautaires de paix et de réconciliation des organisations féminines dans la région de Gao et d'organiser un forum intercommunautaire sur la paix, les liens sociaux et la cohésion sociale dans le cercle de Gao. Cette rencontre à double sens a réuni toutes les composantes de la cité des Askia très favorables à la paix. Initié par l'ONG Greffa sur le financement de l'ONU Femmes, ce forum visait des objectifs. L'objectif de ce forum est d'aboutir à une réflexion profonde sur les actions et stratégies à entreprendre pour une paix durable, une cohésion sociale et un meilleur vivre ensemble dans la région de Gao. Le forum contribuera aussi à rétablir la confiance entre les différentes communautés en vue d'une meilleure cohabitation pacifique. ONU Femmes, l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme, accorde une attention particulière à la participation des femmes dans le processus de réconciliation et de consolidation de la paix. Pour la consolidation d'une paix durable, l'implication des femmes est plus que nécessaire. Bien qu'elle soit la première victime des conflits, la femme est aussi la pièce maîtresse des résolutions. Le comportement de tous les jours de toute femme est de se mettre au service de la paix, c'est-à-dire d'être la conseillère qui adoucit les cœurs, qui fait tout pour que la paix revienne dans le cœur de nos hommes. La femme, c'est elle qui peut coudre le tissu social. Je ne trahis pas un secret d'homme en disant que ce que nous écoutons dans nos chambres sont exécutés le lendemain matin. Et un homme mûr ne peut prendre des décisions s'il n'écoute pas sa femme. En participant à ce forum, les communautés ont ouvert leur cœur en faisant ressortir des pratiques traditionnelles qui tissent les liens sociaux dans le bon sens. En 5e région, tenue d'une rencontre d'échange sur l'appropriation de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, l'atelier s'adresse aux partis politiques et à la société civile des régions de Mopti, Tombouctou et Gao. Le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie est l'organisateur de l'atelier avec le soutien de la MINUSMA. Julie Sambou-Sissoko nous en parle. Promouvoir la paix, la réconciliation nationale et la cohésion sociale est la responsabilité des Maliens. Cela offre l'occasion de débattre partout où la nécessité est fondée. Cet atelier d'échange sur l'accord de paix, signé le 20 juin à Bamako, s'inscrit dans ce cadre. Le CMDID en est l'organisateur avec le soutien de la MINUSMA. L'accord reste un texte juridique et il ne pourra être effectif que lorsque on lui donnera le souffle juste et nécessaire dont il a besoin pour nous aider à bâtir notre pays. Pour cela, il est essentiel qu'on comprenne son contenu, le processus de son élaboration et son esprit. Pour l'autorité régionale, donner l'information, la bonne information est un devoir citoyen. La Fondation CMDID, avec le soutien de la MINUSMA, de contribuer à l'appropriation de l'accord par les acteurs politiques, constitue une action salutaire qui mérite un encouragement soutenu, d'autant plus que ceci représente les principaux acteurs politiques au Mali. L'organisation d'un tel atelier peut permettre aux différents acteurs de se rencontrer, d'échanger et de partager leurs interrogations afin de s'approprier le contenu et l'esprit de cet accord. Cet exercice, qui va beaucoup contribuer au dialogue national, regroupe les représentants des partis politiques et de la société civile des régions de Mopti, Tombouctou et Gao. Sur un tout autre plan, la commune de Nyuno abrite depuis vendredi la Bourse nationale des semences, d'échalotes et d'oignons. L'édition qui regroupe les producteurs des grands bassins de production vise à mettre en contact direct les différents acteurs de la filière pour une meilleure rentabilité de la chaîne de valeur échalotes-oignons. Le reportage de Candécila.
Espace d'échange entre l'offre et la demande en matière de semences, d'échalotes et d'oignons, la Bourse nationale est une initiative de l'interprofession de la filière échalotes et oignons du Mali et de ses partenaires, le projet Djegeni Djaba et la plateforme AgriProFocus Mali. Elle vise à développer les relations d'affaires entre les fournisseurs de semences et les demandeurs, mais aussi les distributeurs d'intrants de la place et les ONG évoluant dans le secteur. La chaîne de valeur échalote, oignon et regorge d'énormes potentialités, tant sur le plan de production que sur celui des opportunités de marché pour l'ensemble des chaînes d'approvisionnement. Pour cette première édition, les participants sont venus de l'ensemble des grands bassins de production. Une quinzaine de stands proposent leurs services à des acquéreurs potentiels. Des conférences thématiques sur l'évolution annuelle des prix et sur les techniques de conservation de ces denrées seront au centre des échanges. Il est donc évident qu'un tel espace peut servir de baromètre de l'offre et la demande de semences d'échalotes et d'oignons et assurer un approvisionnement efficace des marchés intérieurs et extérieurs avec des produits de qualité recherchés par les consommateurs. Les travaux qui durent 2 jours vont permettre de nouer des transactions. On note que cette bourse a bénéficié de l'appui financier de l'ambassade des Royaumes du Pays-Bas. Une mission de supervision de passe de projet d'appui à l'amélioration de la gouvernance de la filière coton a sillonné du 27 au 30 octobre 2015 les régions de Sikasso et de Ségou. L'objectif de cette mission était de voir les réalisations faites dans le cadre du conseil à paysans à l'exploitation familiale. Isaac Djemi. Les cimages, l'aménagement en cours de niveau, le traitement sur seuil ainsi que la culture fourragère sont les principales innovations apportées à la campagne agricole 2015-2016. Cette agriculturale sont d'initiative de l'IER, Institut d'économie rurale, dans le cadre de PASE 2, projet d'appui à l'amélioration de la gouvernance de la filière coton. Pour s'enquérir de l'impact de ces innovations sur la culture, les membres du comité de pilotage de PASE 2 viennent d'effectuer une visite de terrain dans les régions de Sikasso et Ségou. Les activités qui sont menées dans le cadre de la productivité du coton nous donnent entière satisfaction. Parce que les producteurs ont bien su qu'aujourd'hui, il y a des techniques qui les permettent d'améliorer leur productivité à moindre coût. Cela veut dire que tous ceux qui vont adopter ces pratiques vont être très compétitifs pour résister aux effets exogènes des fluctuations du cours mondial. L'AFD, Agence française de développement, se réjouit des avancées faites dans le cadre de la recherche et du développement au cours de cette visite. Je suis agréablement surpris de ce que j'ai vu, les appréciations positives de tous les côtés des paysans quant aux différents essais qui ont été mis en place, même les appuis du conseil à l'exploitation familiale. On a eu des entretiens très agréables où les gens ont montré leur enthousiasme et du coup il y a une demande de plus en plus appuyée de ces producteurs-là pour qu'on continue à apporter notre contribution. La réussite de la campagne agricole 2015-2016 est due à la bonne pratique des innovations apportées aux cultures par l'IER. Les structures techniques se doivent de vulgariser ces nouvelles techniques pour la pérennisation des acquis de PASE 2. Première grande rencontre entre opérateurs économiques et membres du bureau de la délégation régionale de la Chambre de commerce de Sikasso. Occasion pour le tout nouveau bureau issu du scrutin du 7 septembre dernier de décliner les grands axes de son mandat. L'événement marque aussi la rentrée solennelle de la Chambre de commerce de Sikasso et la correspondance de Sekou Konati. Pour cette première grande rencontre initiée par le tout nouveau bureau de la représentation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali en 3e région, les opérateurs économiques sont venus de toutes les organisations professionnelles. L'occasion était bonne de rappeler quelques grandes missions de la Chambre. Elle a pour mission l'organisation et la représentation des personnes physiques et morales exerçant dans tous les secteurs branches d'activité commerciale, industrielle et services en République du Mali. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali reste sans doute l'interface entre les autorités publiques et les opérateurs économiques du pays. Et le tout nouveau président de l'organisation professionnelle de décliner les grandes orientations de son mandat. Pour notre part, nous nous engageons à œuvrer pour la promotion de l'espace des affaires, pour le plus grand bonheur des populations et des acteurs du monde des affaires. Le dialogue,
la concertation, le renforcement des capacités de nos opérateurs économiques seront les grandes lignes de notre mandat. Les autorités régionales, tout en saluant l'esprit qui a prévalu le long du processus de mise en place du présent bureau, d'inviter à un mouvement d'ensemble pour la réussite de la mission. Vous devez consolider les relations confiantes avec les pouvoirs publics, les privés et les partenaires techniques et financiers de manière à mieux repositionner la chambre consulaire dans le paysage économique et administratif de la région. Tout cela n'est possible que dans une unité d'action et une parfaite cohésion entre toutes les composantes du secteur privé. La présentation des membres consulaires au nombre de 30 était aussi au menu de cette première grande rencontre des opérateurs économiques de la 3e région. Fin de la 31e session du Conseil des bureaux du système carte brune ici à Bamako. À l'issue des travaux, notre compatriote Léopold Keïta a été investi à la tête de cette structure pour un mandat d'1 an. Isaac Chinou nous en parle. Cette 32e session du Conseil des bureaux de la carte brune CEDEAO se tient au moment où la communauté fête ses 40 ans. Une session qui s'articulera sur la mise en place de cet instrument qui est la carte brune, permettant la libre circulation dans l'espace CEDEAO. La carte brune, en tant qu'outil privilégié du système d'assurance responsabilité civile automobile routière, figure assurément parmi les meilleurs produits dont chacun de nous, citoyens convaincus de cette communauté de destin, doit être fier. Car il s'agit bel et bien l'un des rêves réalisés des pères fondateurs. En mettant à la disposition des transporteurs la carte brune CEDEAO, les assureurs auront joué leur partition dans l'intégration. L'objectif est de trouver des moyens pour une indemnisation prompte des détenteurs de ce document en cas d'accident. C'est le lieu de lancer un vibrant appel à l'endroit des tutelles des compagnies d'assurance pour qu'elles puissent jouer pleinement leur partition dans le cadre de ce processus. Le thème de la présente session, bilan de la libre circulation des personnes et des biens 40 ans après la naissance de la CEDEAO, cadre parfaitement avec les réflexions menées par l'ensemble des bureaux nationaux sur l'opportunité d'explorer les voies et moyens pour mettre en place un mécanisme permettant enfin à notre système de remplir efficacement sa mission au sein de la CEDEAO. Je peux vous assurer que le gouvernement malien, pour sa part, réitère son soutien et son engagement indéfectible aux organes de la communauté pour l'atteinte de cette mission essentielle, à savoir la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO et en toute quiétude. Il me plaît de savoir que pendant cette session, vous avez choisi d'affiner la réflexion et de faire le point sur votre contribution à l'immense tâche qui nous est dévolue à tous, de rendre possible le développement harmonieux de l'Afrique par l'intégration dans tous les domaines. Le détenteur de la carte brune est traité exactement comme si la police d'assurance de base était souscrite auprès d'une compagnie se trouvant dans le pays par lequel il transite. La rencontre de Bamako permettra de faire une évaluation de la dite carte dans l'espace CEDEAO. 2 novembre 2013 à 2 novembre 2015. Voilà de cela 2 ans que les envoyés spéciaux de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlin, ont été sauvagement assassinés près de Kidal. À l'occasion de cette date anniversaire et de la journée mondiale de la fin de l'impunité des crimes contre les journalistes, la Maison de la Presse a organisé cet après-midi une cérémonie sobre, d'ailleurs très sobre, un moment de recueillement et une manière pour les organisateurs de montrer leur engagement à combattre toute forme de crime contre les soldats de l'information que nous sommes. Je vous propose d'écouter un extrait de la déclaration de Alexis Kalampri, vice-président de la Maison de la Presse, extrait recueilli par Mohamed Ould Mamouni. Il y a 2 ans, jour pour jour, ils sont morts chez nous. Ils sont venus à la recherche de la vérité conformément à notre sacerdoce. Depuis cette date, l'enquête ne semble pas beaucoup avancer. À la mémoire de cet événement et des illustres disparus, les Nations Unies ont adopté le 2 novembre comme journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre des journalistes.
Au niveau de la maison de la presse, pour marquer notre sympathie, nous avons entrepris un certain nombre de démarches. Le premier, c'est que nous allons demander au gouvernement et à la mairie de baptiser cette rue qui passe devant la maison de la presse, rue Ghislaine Dupont-Claude Verlon. La maison de la presse a également entrepris des démarches justement pour combattre cette impunité et pour permettre que les juridictions, soient plus sensibles aux questions qui concernent les journalistes. Et je vous rappelle que le prix Ghislaine Dupont et Claude Verlon, première édition, a été remporté par notre collègue Rachel Tessougué. 21e session ordinaire de la commission scientifique du Comité national de la recherche agricole. Les chercheurs d'institutions nationales et leurs collègues accrédités au Mali plancheront pendant 4 jours sur 103 dossiers. Moïse Traoré nous en parle. La 21e session ordinaire de la commission scientifique planche autour de 103 dossiers. Il s'agit de 43 propositions de recherche et de 60 rapports relatifs pour la plupart à la promotion de l'élevage, de la foresterie et de l'agriculture. Malgré la crise qui sévit dans notre pays depuis 2012 et les contraintes qui en résultent, le gouvernement du Mali a pris la décision de consacrer 16,1% du budget national à l'agriculture en 2016. On note un maintien et mieux une augmentation de la contribution nationale pour ce secteur à la suite des 15,1% alloués en 2015. Cet engagement du gouvernement de la République du Mali se situe au-delà de celui pris par les chefs d'État africains à Mopto en 2003 et réaffirmé à Malabo en 2014 et qui demandait de consacrer 10% du budget des pays à l'agriculture. La session de 4 jours s'ouvre avec le point d'exécution des précédents travaux de 2014. Pour la présente, le système national de la recherche agricole a le soutien de conseillers dont une venue de Dakar et un de Bobo Dioulasso. La journée de la jeunesse africaine est célébrée le 1er novembre de chaque année. Le Mali a choisi la commune rurale de Yéléké-Bougou dans le cercle de Kati pour l'édition 2015. Batraoré était sur place. La célébration de la journée africaine de la jeunesse par les pays africains signifie en clair la reconnaissance du rôle des jeunes dans le changement social, la croissance économique et le développement durable. En choisissant la commune rurale de Yéléké-Bougou pour célébrer l'édition 2015, le département en charge de la jeunesse et ses partenaires entendent amener les jeunes à s'engager en fond pour leur pays. Sans une jeunesse au travail, sans une jeunesse à l'école, sans une jeunesse invitée à relever et partager les défis nationaux. Oui, sans notre jeunesse, notre Maliba ne peut pas grandir, s'affermir et s'affirmer dans l'Afrique de demain, le continent mondial du futur. Cette journée est célébrée cette année au Mali sous le thème « Rôle de la jeunesse dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale ». Un thème plus que d'actualité selon le département en charge de la jeunesse. Ceci nous ramène à l'accord de paix que nous avons signé lors des pourparlers d'Alger avec les différents groupes armés au Mali. Pour la mise en œuvre de cet accord, chaque couche sociale doit jouer sa partition et les jeunes du Mali sont résolument engagés à jouer leur partition, comme en témoignent les activités citoyennes qu'ils ont menées au cours des vacances citoyennes couplées avec la journée internationale des jeunes en 2015. La commune rurale de Yéléké-Bougou, hôte de l'événement, ne manque pas de doléances selon son maire. Il s'agit notamment de l'électrification, du manque d'infrastructures socio-éducatives et de loisirs des jeunes. Doléances bien notées, dira le représentant du ministre en charge de la jeunesse, avant de remettre un lot de matériel sportif à la jeunesse de Yéléké-Bougou. Et en prélude à la célébration de cette journée africaine de la jeunesse tenue au Soudan de la session ordinaire du comité exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse, c'était du 15 au 17 octobre 2015. Ibrahim Konaté, les détails. Les membres du comité exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse ont répondu massivement à cette troisième réunion.
À cette rencontre était présent notre compatriote Souleymane Satigui Sidibé, premier vice-président du Conseil national de la jeunesse du Mali et le désormais secrétaire général du comité exécutif de la jeunesse africaine. Nous sommes venus rencontrer le premier vice-président d'abord pour lui transmettre les salutations de toute la jeunesse africaine. Nous avons aussi discuté avec le premier vice-président des préoccupations de la jeunesse africaine, parce que nous comptons beaucoup sur le Soudan aujourd'hui qui abrite le siège de toute la jeunesse du continent, et ces préoccupations méritent d'être partagées avec le gouvernement soudanais. Donc nous avons aussi félicité et demandé le gouvernement soudanais de continuer à appuyer sa jeunesse, parce que la chance d'un pays, c'est sa jeunesse. En marge de cette réunion, le premier vice-président du Soudan a accordé une audience à notre compatriote. Les deux personnalités ont échangé, entre autres, sur le fonctionnement du siège, l'installation du secrétaire général et de certains adjoints, et notamment de la validation du rapport d'activité à mi-parcours. Et nous allons parler de culture, mais d'abord notez que le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme prend part depuis aujourd'hui, 2 novembre, et ce jusqu'au 4 novembre 2015 à Mascate, capitale du Sultanat d'Oman, à la 9e session de la conférence des ministres de la Culture sous le thème pour une culture du juste milieu favorisant le développement des sociétés islamiques. Le Mali présentera un rapport national sur l'état de mise en œuvre de la stratégie culturelle de l'ICESCO au Mali, puis fera le point sur la reconstruction du patrimoine endommagé lors de la crise de 2012. La Biennale africaine de la photographie continue dans notre capitale. Parmi les nombreux sites est retenu pour accueillir les différentes expositions figure le Centauro, l'espace culturel situé en plein cœur de Missira, en commune 2, a inauguré hier soir une exposition de photographie intitulée Bamako Eyes, ou les yeux de Bamako, en hommage à Malik Sidibé, pionnier de la photographie malienne. L'expo est une initiative de l'association Route du Sud en partenariat avec l'UNESCO. Modibo Soirée, qui suit ces rencontres de Bamako, a assisté au vernissage de l'exposition et son compte-rendu. Activité off de la Biennale africaine de la photographie. Bamako Eyes est une exposition qui nous replonge dans le passé du monument de la photographie africaine Malik Sidibé. Bamako Eyes parce que nous voulons rendre hommage au photographe Malik Sidibé qui est le regard de Bamako, les yeux de Bamako. Il a su montrer après les indépendances une jeunesse, une vie pleine d'enthousiasme, d'espérance en l'avenir. Et aujourd'hui, il a 80 ans, mais il a été reconnu à travers le monde. À travers cette exposition, la créatrice Awa Meïté s'est donc inspirée de l'univers du photographe Malik Sidibé pour dessiner une collection textile à partir de tissage, de plastique et bien d'autres matières. Ce travail est fait par les femmes. Dans l'œuvre de Malik, on a vu que depuis les années 60, il montre des femmes émancipées, sûres d'elles, et aussi coquettes, qui sont sans complexe. À voir, à regarder, à contempler, au total 9 photographies en noir et blanc, datant des années 60, 70 et 90 dans cette expo. Aussi des portraits de l'artiste sur des accessoires de mode et autres sacs à base de coton et de plastique tissé, magnifie le génie créateur du vieux photographe. C'est des photos, je pense, intemporelles. C'est intemporel. Il suffit de regarder et puis on se retrouve retransporté. On disait qu'il fallait des machines à transporter dans le temps, à faire remonter le temps. Je pense que Malik Sidibé est une de ces machines-là. Si on prend des photos de Malik Sidibé, on peut voir que ce sont des photos d'une génération avec d'espoir. D'espoir parce que ça c'était une époque de changement. Je trouve très intéressant que Awa a essayé de prendre ce même espoir comme point de départ pour son travail. Voilà cette exposition organisée par l'association Route du Sud, initiatrice du festival Daoulaba et baptisée Bamako Eyes en hommage à Malik Sidibé, se poursuit jusqu'à la fermeture des 10e rencontres de Bamako, prévue le 31 décembre 2015.
Voilà, Modibo Soirée vient de le dire, la Biennale africaine de la photographie continue jusqu'au 31 décembre et c'est partout à Bamako. Place à la chronique santé, focus donc sur le service de psychiatrie du CHU du Point G. C'est la plus grande structure de traitement des troubles mentaux au Mali. En dehors d'elle, d'autres petites structures sont à Bougouni, Kouchala et à Sikasso, mais ne peuvent pas malheureusement hospitaliser les patients. Pourquoi et qui doit-on faire? Les réponses avec Tissera Damli. Dans le service de prise en charge des maladies mentales du CHU du Point G, c'est la discrétion. Pourtant, il y a actuellement ici une cinquantaine d'hospitalisés. Depuis le début de l'année 2015, le service de psychiatrie a consulté 1700 nouveaux patients et en a hospitalisé 183. C'est dire qu'il est très sollicité par ceux qui souffrent de ce qu'on regroupe ici sous le vocable de maladie mentale. On peut tomber malade mental parce qu'on l'a dans sa lignée, donc on l'a hérité. On peut tomber malade parce qu'on a trop de problèmes dans la vie. Et actuellement, effectivement, on a trop de problèmes partout, on a des problèmes. C'est tous les jours qu'on va faire de notre chose, sans compter les problèmes d'immigration, sans compter effectivement les problèmes de l'insécurité qui a éclaté chez nous au nord et qui faisait fuir les gens. Tous les problèmes de la vie, y compris les problèmes conjugaux, que effectivement créer, provoquer effectivement un mal-être. Et en dehors de ça, il y a aussi effectivement la consommation de drogue. Dans ce service, au total, 8 grandes salles d'hospitalisation, pas toutes dans un bon état, 21 cases d'hospitalisation individuelle avec accompagnant, un personnel technique réduit qui ne réclame que d'être renforcé. Le nombre de personnel ici pour faire ce travail, c'est très insuffisant. Pour tout le Mali, par exemple, nous ne sommes que 3 psychiatres. 2 sont à Bamako, mon collègue Touara et moi-même. Mais moi-même, je vais à la retraite en fin 2015. Donc vous voyez, le service va fonctionner avec un seul psychiatre. Donc, en nombre de personnes, en termes de personnes qualifiées, spécialisées, il n'y a qu'un seul psychiatre, un seul psychologue clinicien. On pourrait ajouter les quelques assistants médicaux, infirmiers et le personnel de soutien. Mais l'espoir est désormais placé dans la filière de spécialité de l'Institut de formation en sciences de la santé et la première promotion de la filière de spécialité en santé mentale pour les sortants de la faculté de médecine de Bamako. À la direction de l'hôpital, on est conscient que la structure a besoin d'être renforcée. Renforcée sur le plan du plateau technique, donc acquérir plus d'équipements médicaux, de matériels médicaux, mais aussi un service qui doit avoir ses capacités étendues. Qu'on puisse construire de nouveaux locaux, qu'on puisse réhabiliter suffisamment les locaux qui existent, mais aussi que l'on puisse trouver des moyens pour faciliter les séjours des malades, les séjours dans le cadre des hospitalisations. Parce qu'il est fréquent que des malades qui rentrent dans les centres, après traitement, restent des années. Le centre n'est plus un asile. L'opportunité est donnée aux parents d'accompagner leurs patients, mais tel n'est pas le cas pour tous les malades, reconnaît le chef de service. L'insalubrité du service fait que parfois les parents refusent l'hospitalisation de leurs malades. Parce que vraiment, les conditions d'hospitalisation ne sont pas tellement ça. Mais ceux qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas le choix, et ils viennent. Face aux défis, l'on pense déjà à une politique nationale vu l'ampleur du problème de santé mentale au Mali. C'est une nécessité au regard de tout ce que nous avons. Par exemple, la crise au nord, il y a beaucoup de conséquences sur le plan psychomental. Et donc, il faut que nous renforcions nos capacités, qu'on puisse accompagner, assister ces personnes qui sont en détresse, qui sont victimes parfois de détresse qui peuvent s'expliquer par des facteurs liés à notre cadre de vie, des expériences qu'ils vivent dans leur quotidien.
Le service de psychiatrie du Point G est opérationnel bien avant les indépendances. Ces nouveaux bâtiments côtoient aujourd'hui les anciens datant de l'ère coloniale. Ici, l'on fait pourtant des miracles en guérissant des malades qui ont fait désespérer leurs parents. Fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et merci à ceux qui l'ont réalisé. Je vous dis à demain, même heure, même plateau, mais avant, retrouvez demain Khadija Toukone pour les éditions matinales et tout à l'heure, juste après moi, les nouvelles du temps, de la pluie encore ou pas. Balkissa Aïdara nous le dira. Le JT des formations avec Mohamed Ouldou Mamouni dans le programme également. Bonsoir à tous, je vous souhaite une excellente nuit.